Je perds vraiment le compte des webinaires. Je crois que c'est Voilà, le 18. Numéro Je crois que 18. c'est le 18. Ah, je le savais. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour ce 18e webinaire, rencontre de la coopération éducative. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui et de compter sur la participation spéciale de Daniela Hirakawa et de Claudia Ozon qui vont nous parler de FOSS et de fous en contexte universitaire. Et nous sommes également ravis de compter sur la participation d'Adriana Daventure, attachée de coopération pour le français au consulat de France à Rio de Janeiro. Je pense que, Adriana, si tu souhaites prendre la parole, Oui, tu peux y oui. aller. Donc, bonjour à tous. Et alors, ce rendez-vous de la coopération éducative est vraiment, vraiment spécial. C'est plutôt un bati-papo autour vraiment de la pratique du français sur objectif spécifique en contexte universitaire. Donc, c'est du fou, mais du fou bien pragmatique, et un fou qui veut vraiment répondre à des besoins et à des réalités et bien présentes, bien concrètes au Brésil. Et vous savez bien que, disons, l'intérêt de l'enseignement du français en contexte universitaire relève aussi de l'importance de la langue française, l'importance de la France et des pays francophones vis-à-vis de tous les dispositifs de mobilité étudiante, que ce soit échange, double diplôme et partenariat, recherche. C'est ça l'importance, et le Brésil est le deuxième partenaire de la France. Donc aujourd'hui, nous avons donc dans ce webinaire que nous avons voulu intituler « Le FOSS ne devient pas fou » dans la pratique en contexte universitaire. Donc on est bien sur le terrain. Et nous avons donc le plaisir, nous allons avoir le plaisir d'entendre et le partage de pratiques de Daniela Aki Hirakawa, qui est professeure de langue française à la faculté de lettres de l'Université fédérale de Minas Gerais, et qui va nous présenter l'expérience d'un projet pilote qui qui commence à se tenir et qui va prendre une dimension nationale, qui est le projet FRAMOB, pour la formation en français des étudiants qui envisagent la mobilité vers des pays francophones. Et nous allons aussi entendre l'expérience, le partage d'expérience de Claudia Ozon, qui est professeure de français à l'Université technologique fédérale du Paraná et à Curitiba, et qui va nous parler de la pratique de l'enseignement du français sur objectif spécifique auprès des étudiants futurs ingénieurs dans un contexte d'enseignement technique technologique bien particulier. Et voilà, donc c'est les deux personnes, nos deux invités d'aujourd'hui. La parole va être en premier pour nous présenter le projet FRAMOB. On va donner la parole donc à Daniela Hirakawa, et qui actuellement coordonne l'équipe des stagiaires de français du projet IUFMG, et donc des langues à des fins académiques et professionnelles au Centre des langues CENEX. Et ce sont des cours d'extension à la faculté des lettres de l'UFMG. Et Daniela Hirakawa est docteur en langue et littérature française et de la faculté de philosophie, lettres et sciences humaines de l'Université de São Paulo, et a soutenu une thèse autour de l'enseignement du français en contexte universitaire à partir des genres oraux, comme une expérience avec les étudiants en ingénierie de l'Université de São Paulo. Les travaux de Daniela portent sur la problématique du fausse-fou, de l'enseignement des langues à partir des genres textuels et de la didactique orale. À cette occasion, elle va donc nous parler du programme FRAMOB, qui est un programme mis en place par l'ambassade de France au Brésil à travers le service des coopérations éducatives et linguistiques, dont l'objectif est de former les étudiants brésiliens non francophones en français et de les accompagner dans leur projet de mobilité vers une université française ou francophone. Donc, le projet pilote de l'expérimentation en ligne est coordonné par Daniela et au sein du CENEX, donc du Centre des langues à l'UFMG, et où participent 3 professeurs stagiaires de français. Donc, la parole à Daniela pour commencer.
Bonjour à tous. Bon, au nom de Claudia et du mien aussi, nous aimerions remercier la présence de tous à ce webinaire et remercier aussi Adrienne, Marine et Louise pour l'invitation à faire ce webinaire sur IF Prof Poésie. Et pour ne pas oublier non plus les animateurs d'IF Prof, Valdemar et Raïs qui sont là présents. Bon, je vais essayer de présenter rapidement le projet FromMob pour qu'on puisse avoir plus de temps à la fin d'en discuter et de répondre aux questions ici du public. Donc, le projet FromMob, qui est le français pour la mobilité étudiante, il a commencé comme une initiative du service de coopération éducative et linguistique, comme Adrienne a bien dit dans son introduction. Et il a commencé comme une constatation que dans certains contextes où les lecteurs de français intervenaient ici au Brésil, on n'avait pas de structure ou de dispositif constitué, comme un département de langues étrangères, un centre de langue, un cours d'extension, qui s'occupe de la formation en langues étrangères. Donc, il faut aussi dire que beaucoup de lecteurs, ils interviennent dans des instituts fédéraux, dans des CFET et même universités où on n'a pas une licence en lettres français. Alors, en 2018, un groupe de lecteurs s'est constitué, des lecteurs de la circonscription de Rio de Janeiro et de Minas Gerais pour créer un programme de français à partir de l'analyse de besoins de ces institutions. Donc, en 2019, les professeurs et coordinateurs de français des universités fédérales, donc le CEFET, l'UFMG, l'UFU, la fédérale de Rio de Janeiro, ils ont aussi intégré ce groupe de travail. En novembre 2019, ce groupe s'est réuni à Rio de Janeiro pour concevoir un référentiel de cours. Donc, un référentiel qui puisse être assez souple pour s'adapter aux différents contextes et qui va allier l'acquisition des compétences langagères et la construction d'un projet de mobilité. En novembre 2019, ce référentiel donc, a été validé par Sandrine Couchinou, qui est chargée de mission valorisation à l'école des ponts Paris-Tech. Et ce référentiel, il s'inscrit dans une démarche qui est actionnelle à partir de la réalisation des tâches spécifiques au contexte académique et à la vie étudiante. Donc, il est conçu autour des objectifs transversaux qui sont là, élaborer son projet de mobilité, se préparer aux études dans un pays francophone, élaborer son projet de professionnalisation et évoluer dans un environnement pluriculturel. Ce référentiel FromMob, il est décliné en 4 modules thématiques qui suivent une progression cohérente et qui va conduire vers un niveau B1. Donc, chaque module, il est composé de 3 unités, plus une unité d'auto-évaluation. Et vous avez là la description de chaque module. Donc, le module 1, découvrir la mobilité. Le module 2, anticiper sa vie quotidienne dans les pays francophones. Le module 3, élaborer son projet de mobilité. Et le module 4, préparer sa candidature. Alors, je vais apporter ici un exemple de ce référentiel concernant le module 1 tel qu'il est utilisé aujourd'hui. Ce module 1, unité 1, par exemple, on peut voir que cette unité s'organise à partir de la réalisation d'une tâche finale, qui est coélaborer un CV résumé avec son binôme francophone. Alors, l'idée ici, c'est que chaque étudiant puisse rencontrer un binôme francophone, normalement des étudiants qui sont aussi en mobilité dans son institution, dans la mobilité, qu'ils participent par exemple à un projet tandem si cette institution a déjà en place ce type de projet. Et pour réaliser cette tâche, on va travailler sur les objectifs opérationnels qui sont là, se présenter en tant qu'étudiant, présenter sa formation académique et professionnelle, rencontrer des étudiants francophones. La même logique va se suivre pour les autres unités. Donc, pour l'unité 2, vous avez comme tâche finale faire une enquête auprès des services dédiés à la mobilité. Et donc, cette tâche finale, on prévoit les objectifs opérationnels, contacter les anciens étudiants ou enseignants qui sont partis en mobilité,
identifier les correspondances des programmes et des diplômes avec son propre cursus et identifier les possibilités de mobilité vers la France. Finalement, la dernière unité qui s'organise autour de la tâche organiser et animer la visite de son campus. Donc, vous avez comme objectif situer et décrire les différents espaces d'un campus universitaire, réaliser un itinéraire et aussi comment accéder et circuler à l'université. Bon, je vais passer maintenant à la mise en expérimentation du projet FROMOB tel qu'il a été réalisé à l'UFMG au premier semestre 2020. Donc, ce projet, il a été encadré par le programme IOFMG, qui est Langue à des fins académiques et professionnelles. C'est une initiative appuyée par la Direction des relations internationales de l'UFMG et elle propose des formations spécifiques à un public qui est varié. Donc, des étudiants et professeurs de toutes les disciplines et aussi pour les personnels techniques et administratifs de l'université. Elle a été réalisée au premier semestre avec 2 groupes de module 1, donc un groupe toutes les disciplines confondues et un groupe spécifique d'ingénieurs. On a eu aussi un groupe de module 2, seulement avec les ingénieurs, et il a compris 48 heures de cours pendant ce semestre. On avait prévu l'expérimentation en présentiel à partir de mars, mais avec la pandémie, on a dû l'ajourner pour le mois d'avril. Donc, on a commencé le 20 avril et on vient de terminer ces modules. Et on a dû aussi l'adapter à la modalité en ligne. Alors, on a organisé donc pour cette offre des cours synchrones 2 fois par semaine, 1h40 de cours qui étaient réalisés sur des plateformes comme Zoom, Google Meet et Conférencia Web. Et pour compléter les heures de formation, on a aussi prévu des activités asynchrones sur une plateforme de l'UFMG qui s'appelle CAED Virtual. Donc, je vous montre ici le print screen de cette plateforme. Elle fonctionne un peu comme le Moodle, où on peut donc envoyer, il y a le forum, on peut échanger avec les étudiants, on peut ajouter des évaluations et des activités que les élèves vont mettre sur la plateforme. Bon, quand on a commencé cette expérimentation, la première question qu'on se posait, c'est si les étudiants allaient adhérer à ce format à distance. Et en fait, on a eu les inscriptions. Les inscriptions, en fait, montrent le contraire. On a eu une grande adhésion par rapport à ces cours. Par exemple, au module 1 de la fac d'ingénierie, on a eu 334 inscrits pour seulement 25 places. Une autre question aussi qu'on se posait, c'est si ces étudiants allaient continuer jusqu'à la fin de ces cours, puisque avec la pandémie aussi, les cours, toute la mobilité a été suspendue à l'UFMG. Et on avait des étudiants qui n'avaient pas pour objectif principal la mobilité dans les pays francophones. Donc, ils avaient commencé pour des différentes raisons. Et certains ont même dit qu'ils n'avaient pas cet objectif précis de partir en échange. Mais si on voit aussi par rapport aux chiffres, on a eu très peu d'abandon. Par exemple, au module 1 de la fac de génie, on a commencé avec 30 élèves. Donc, on a augmenté les nombres de places. On a accepté, au lieu de 25, on a accepté 30 élèves. Et on a terminé le cours avec 28 étudiants. On a eu un taux d'abandon très bas. Donc, on a aussi les chiffres qui montrent le succès de cette première expérimentation et on a les témoignages des étudiants. Donc là, il est en portugais, mais je vais donc faire un petit résumé. Donc, par exemple, cet étudiant-là, il dit qu'il avait ce rêve de participer à un échange, mais que c'était quelque chose un peu lointain pour lui. Et c'est quand il a commencé à étudier le français que cet objectif est devenu réel pour lui. Donc, il dit, ah, mas esse objetivo começou a se tornar mais real na minha mente.
et que après le cours qu'il a réalisé ici à l'UFMG, c'est participer à un échange est devenu son premier objectif, son premier but en réalité. On a un autre témoignage aussi. Donc, c'est un étudiant qui a commencé à faire le français parce que bon, pour lui, il ne voulait pas rester tout le temps à jouer des jeux vidéo, à regarder des films sur Netflix, etc. Donc, il a commencé à faire le français pour passer un peu le temps. Et finalement, ce projet de participer à une mobilité, elle est devenue quelque chose de réel. Il a commencé à faire des recherches pour voir quels étaient les programmes qui existaient avec des pays francophones, et que finalement, il a décidé de s'inscrire l'année prochaine pour l'école des ponts Paris-Tech. Alors, on n'a pas encore eu le temps, effectivement, de faire un bilan de cette expérimentation parce que les cours viennent de terminer. Cette semaine, c'est une semaine des vacances pour les professeurs. Mais on peut déjà souligner quelques difficultés et quelques points forts de ce référentiel. Alors, une des difficultés qu'on a eues, c'est connaître davantage les programmes de mobilité qui existent à l'UFMG et surtout les programmes d'échange qui existent à l'école d'ingénieurs. Ils ont des accords qui sont très spécifiques. La sélection, elle ne concerne que les étudiants d'ingénierie. Donc, on n'a pas encore accès à tous les accords qui existent avec la fac d'ingénieurs. On a cette difficulté d'avoir le contact avec les professeurs de l'école d'ingénieurs, d'être en contact avec les étudiants qui sont déjà partis en mobilité, parce qu'on a commencé cet accord avec l'école d'ingénieurs l'année dernière, deuxième semestre de 2019, donc c'est très récent. Les professeurs aussi, ils ont parlé de cette difficulté, non seulement de trouver des matériels, et aussi de didactiser des activités, de travailler des contenus, des situations qui sont propres au contexte universitaire à un niveau A1. Et une question aussi qui est budgétaire, voilà, des restrictions qui sont budgétaires. On a une grande demande pour ces cours qui sont gratuits, comme on a vu, mais on n'a pas assez de bourses pour payer des professeurs et stagiaires. Bon, toutes ces difficultés, c'est vrai, mais on peut aussi parler des points forts de ce projet FROMOB. Donc, ce projet FROMOB, il permet une articulation des trois éléments très importants à l'université. La première, la formation en français pour les étudiants qui veulent se préparer à la mobilité académique. De l'autre côté, on a aussi la formation des stagiaires en licence et en master. Donc, une formation à la didactique du FOSS que, par exemple, ils n'ont pas parfois le temps de voir dans la formation normale en licence. Et aussi la coopération entre les institutions d'enseignement supérieur pour le développement de la recherche sur le FOSS et le FOU au Brésil. Et pour terminer, je crois que c'est vraiment le plus important, comme c'est un projet qui est encadré par un projet appuyé par la Direction des Relations internationales, c'est aussi une façon de consolider ce partenariat avec la DRI, de renforcer les accords de mobilité qui existent à l'UFMG. Bon, donc je vais passer maintenant la parole à Claudia et à la fin, on peut en discuter et parler d'autres questions aussi. Okay. Je vais... Bon, merci Daniela. Et donc, bon, à la fin, nous allons mettre donc faire rencontrer Daniela et Claudia pour qu'elles puissent justement partager les deux expériences. Donc maintenant, nous allons écouter Claudia Ozone, qui est professeure donc de français et elle est professeure de français à l'Université technologique fédérale du Paraná. Et elle est diplômée en lettres et en droit avec une maîtrise, un doctorat et un post-doctorat de l'Université de São Paulo, en droit français, en langue française et droit international. Elle a suivi
et des formations continues en français sur objectifs spécifiques dans différentes instances brésiliennes et françaises, et est aussi la présidente de l'Association des professeurs de français de l'État du Paraná. Daniela Hirakawa, je signale, c'est la présidente de l'Association des professeurs de l'État de Minas Gerais. Donc on a là deux grands leaders associatifs, ce qui est très important pour bousculer notre monde des profs de français. Alors, sur l'expérience de Claudia, et donc, elle enseigne le français dans un contexte d'enseignement universitaire technologique. Attention, université technologique fédérale. Et donc, elle enseigne auprès des futurs ingénieurs brésiliens qui se forment dans différents domaines de l'ingénierie, comme la mécanique, l'informatique, l'électronique, la chimie. Et elle est la seule professeure de français dans ce contexte d'enseignement supérieur. Et donc, elle se retrouve en tant que spécialiste de la langue française, oui, mais dans un milieu où ce sont les autres qui sont les spécialistes de leur domaine technique et technologique. Et ces étudiants donc de cette université fédérale technologique, et ils se préparent pour étudier à l'INSA de Lyon, l'Institut national des sciences appliquées, et à partir d'octobre, il y aura même une nouvelle offre de cours de français sur objectifs spécifiques auprès du département de chimie. Et ce cours sera un prérequis pour intégrer une discipline scientifique non linguistique qui sera enseignée elle-même, donc en français, dans la faculté de chimie. Donc, on va laisser Claudia nous parler de l'expérience et d'enseignement du français dans ce contexte. Et je te donne la parole, Claudia. Merci, bonjour à tous. Daniela, elle va m'aider dans la présentation. On a décidé de faire ensemble. Voilà, donc nous avons des partenariats différents à l'université. Et comme Daniela a dit, c'est très difficile de pouvoir trouver toutes les informations qui concernent tous les partenariats qui existent. C'est un peu compliqué de comprendre pourquoi nous, qui faisons la préparation des étudiants, on ne peut pas avoir accès aux informations qui nous sont très importantes. Donc, chez l'UTFPR, si je peux dire comme ça, on a le partenariat pour les étudiants qui sont en fin de formation d'ingénierie, avec UTC de Compiègne, INSA de Toulouse, Nancy et Troyes, et aussi avec l'INSA de Lyon, pour des étudiants qui partent en deuxième semestre. Ça, c'est un grand défi pour nous, parce que ce sont des étudiants qui viennent d'entrer. Donc, c'est là où je me suis centrée, même si je faisais déjà une préparation pour les autres. J'ai décidé d'aller demander une préparation pour ces groupes spécifiques. Donc, pour aider un peu la compréhension aussi, nous sommes 11 campus sur la région du Paraná. Et il y a français seulement dans 2 campus. Celui où je travaille à Curitiba et un autre à côté qui est à Ponta Grossa. Mais les doubles partenariats sont pour tous les 11 campus. Donc, il y a des étudiants qui partent avec très peu de notions de français. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir un jour pour ces autres étudiants aussi. Et avec la pandémie, grâce à la pandémie, je peux dire, si on peut dire qu'il y a quelque chose de positif, c'est que peut-être on va pouvoir établir des cours à distance. Parce que l'université, elle ne permettait pas d'accepter d'autres étudiants d'autres campus. Et maintenant, cette possibilité, peut-être, elle va se réaliser. Donc, vous pouvez voir que tous les domaines qui sont compris dans le partenariat, ils sont très divers. Donc, automatique, biochimique, civil, électrique, industriel, énergie. Et quelquefois même, vous avez des cours qui, comme la mécanique, qui vont être acceptés dans des programmes brésiliens qui concernent électronique, ingénierie de production et mécanique, qui sont des choses très différentes pour nous. Mais qu'en France, vont se regrouper tous sur les cours de mécanique. Sciences et génie des matériels, télécommunications et services, c'est pareil. Donc, quelquefois, c'est très difficile même de découvrir quelle est la spécialité où ils vont se cadrer. Par exemple, dans les procédés, il y a alimentos, ambiental et química, qui sont des cours tout à fait différents. Okay? Donc là, comme vous pouvez voir, ces partenariats, le niveau exigé à l'université, c'est 7, 8 et 8e semestre en génie pour ces 4 institutions, Compiègne, Toulouse, Nancy et Troyes.
et deuxième semestre, INSA de Lyon. Et le niveau de français, il est assez variable. Donc, INSA de Lyon, par exemple, il demande que les étudiants à la fin aient un niveau A2. Ils rentrent après au Brésil et ils repartent. Le niveau demandé était B2, mais avec la pandémie, il est devenu C1. Donc, les étudiants sont rentrés maintenant, le premier groupe, et ils vont rester 2 ans au Brésil, et quand ils repartiront en France, ils devront avoir un niveau C1. Et les autres, en général, Compiègne, Toulouse, Nancy et Troyes, ils vont demander un niveau B1 ou B2. Nancy, je crois que c'est niveau B2. Quel programme et quelles compétences? Donc, la première chose qu'il faut que j'explique, c'est que l'université, elle offre dans le centre des langues où je travaille des cours FLE, du français langue étrangère, 5 niveaux qui correspondent plus ou moins à un niveau B1. Donc, comment on fait pour essayer de trouver un moyen de préparer ces étudiants de forme adéquate? Parce qu'on reçoit aussi, comme Daniel, de temps en temps, des étudiants d'autres cours, de design, d'architecture, de lettres anglais, et qui viennent rajouter ce groupe. Donc là, la première chose, c'est se baser sur un programme qui pense aux compétences, au savoir linguistique, socio-culturel, et savoir-faire langagier, comme savoir apprendre et savoir-être, parce que c'est ça qui va être demandé quand ils seront en France, et qui sont basés sur le cadre commun européen de référence. Et donc là, on est sûr d'être dans la bonne voie. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire? De développer les compétences de compréhension et production orale et écrite, discours présents dans des contextes académiques et professionnels, et aussi présenter et discuter les pratiques socioculturelles et discursives dans les domaines universitaires et professionnels. Parce que tous les étudiants qui cherchent la formation en langue française, dans ces cas, ils ne seront pas forcément acceptés par les programmes des universités qu'ils visent. C'est-à-dire qu'ils font partie d'un éjectao, d'un concours, si vous voulez, et il y a une sélection. La langue française est exigée, mais ce n'est pas le seul critère. Donc, il y a un critère aussi des notes et d'autres choses qui sont demandées selon l'université. Donc, par exemple, pour l'INSA Lyon, alors, comme ce groupe est très, disons, spécial, parce que les étudiants viennent d'arriver à l'université au premier semestre, ils découvrent qu'ils peuvent partir en deuxième semestre, c'est-à-dire, ils arrivent en mars et ils peuvent partir en septembre. On a décidé de faire valider un cours qui s'appelle Français para fins académiques. Et un cours qui est un groupe fermé, comme a expliqué Daniela aussi, et qui va répondre aux besoins de ces étudiants-là. Alors là, c'est vraiment un cours, je peux dire, français objectif et spécifique, parce que tous vont partir à la même université, mais pas dans le même domaine de génie. Par exemple, il y a ceux qui partent en mécanique, il y a ceux qui partent en civil, etc. Donc, il faut trouver un moyen, quel est le point en commun. Donc, on a établi un cours avec 8 heures par semaine au total, soit 6 heures en salle de classe. Bon, et maintenant, on a annulé ce semestre, ok? Et 2 heures en salle d'informatique avec des activités en ligne comme support. Pourquoi? Ils puissent apprendre à travailler en autonomie, parce qu'en France, ils continueront à étudier le français, et il faut qu'ils puissent se débrouiller, si vous voulez, s'ils ont besoin, compléter les cours de français qu'ils reçoivent là-bas. Au total, dans un semestre, ils vont avoir 50 heures de cours pour avoir le niveau A2. Du groupe qui était avec moi, c'est qu'ils sont partis. Quand ils sont arrivés, j'ai dit qu'ils sont partis du Brésil avec un niveau A2, et quand ils sont arrivés en France, le voyage d'avion a permis qu'ils sautent au niveau B1, c'est-à-dire qu'ils étaient bien préparés. Donc là, je vous montre un peu ce que je fais, parce que l'université aussi, elle nous oblige pour n'importe quel cours d'adopter un manuel. Donc on adopte un manuel FLE, et on adapte les activités qui sont proposées dans les unités du livre pour que ce soit un peu dans un français de spécialité et un français objectif universitaire. Donc, raconter une biographie au passé, ça va être, par exemple, une biographie d'un scientifique.
raconter ses activités, c'est les activités qu'ils ont fait à l'université. Présenter un programme d'activité, c'est présenter le programme d'une visite à l'université. Daniela, on s'est rencontrés là-bas, n'est-ce pas? Présenter l'université et un point touristique de la ville, ça va être présenter la ville de Curitiba et la visite guidée de l'université, parce que ça arrive d'avoir de professeurs français qui viennent justement dans les programmes d'échange pour travailler en coopération avec des collègues. Okay? Présenter une ville, c'est écouter et comprendre un reportage de 7 jours sur la planète, parce qu'il faut qu'ils comprennent les reportages télévisés dans le quotidien. Et par exemple, pour les achats, on a fait la description, on a transformé choisir, décrire et expliquer qui apparaît dans les livres de fleurs quand on va acheter quelque chose dans un magasin, pour la description d'un équipement et l'explication de comment fonctionne cet équipement, avec le même type de, disons, compétences et les mêmes acquis des descriptions, explications et choix. Donc là, le point commun qu'on a trouvé, c'était les mathématiques. Parce que tous les cours d'ingénierie, ils ont le cours de mathématiques, et même ces étudiants qui partent à Lyon, ils ont même un cours de mathématiques spécifique, parce que c'est tout à fait différent apprendre les mathématiques en français et en portugais. Même le développement des exercices n'est pas la même chose. Et aussi quelque chose de technique. Donc, en langue, on a travaillé avec les articulateurs logiques, avec des exemples dans les expressions mathématiques qui sont présents dans l'œuvre de Catherine Carras, réussir ses études d'ingénieur en français. On a travaillé aussi avec des textes de base en informatique avec la transmission et stockage des données. Pourquoi? Parce qu'ils devront comprendre des textes un peu descriptifs et théoriques quand ils seront en France pour étudier. Aussi, ils ont eu des explications en maths avec les développements des exercices. Et là, j'ai travaillé en même temps dans le même cours avec le professeur de maths. Donc, lui, il faisait l'explication en portugais et moi, j'ai répété la même explication en français. Et aussi le développement du problème dans une séquence organisée. Pourquoi? Parce que les étudiants au Brésil, quand ils font le développement des exercices, en général, ils donnent la solution du problème, ils développent l'exercice, mais d'une manière désorganisée. Ils n'ont pas une séquence, ils n'ont pas la logique, comme on dit, cartésienne française nécessaire. Et quand j'ai mis mes yeux sur les copies des examens des étudiants ici au Brésil, les examens de maths, j'ai dit à mon collègue professeur de maths, mais en français, il ne va jamais accepter ce type de développement d'exercice. Il faut que ce soit organisé, on ne peut pas mettre de flèches partout. Comme ça, il faut que ce soit A, B, C, D et non comme ça. Et alors là, on a aussi montré aux étudiants comment ils devaient résoudre ces problèmes en maths. Okay? Et ça, pour eux, c'était un peu compliqué. Mais le professeur de mathématiques, il a aussi compris qu'il fallait adopter cette technique. Et dans l'examen final de mathématiques, qui est une exigence de l'INSA Lyon, les étudiants qui n'ont pas présenté le développement des exercices dans la séquence organisée, ils ont été refusés. Donc, quelle est notre conjoncture? Quelles sont nos perspectives? Alors, comme dans tous les cours de force, on a quelques difficultés, qui c'est connaître la réalité par rapport à la demande. D'abord, parce qu'on commence à ne pas savoir quels sont les partenariats proposés. Aussi, la collaboration entre le domaine, c'est-à-dire entre les cours de lettres et les cours de génie, les départements, ils ne se concertent pas. Donc, la compréhension aussi des besoins par manque d'informations. Je ne sais pas vraiment quelle est la réalité dès quand on est à l'INSA de Lyon pour avoir des cours de génie. Mes connaissances des informations concernent les possibilités de mobilité. C'est-à-dire que quelquefois, quand les étudiants arrivent à l'université, ils ne savent pas que l'université possède de partenariats et quels sont les types de partenariats avec quel type de mobilité. Parce qu'il y a une mobilité qui est un stage, il y a la mobilité de double diplomation, etc.
Et une équipe de professeurs réduite, voilà, c'est où j'interviens. Je suis la seule qui travaille sur ce contexte. Le point fort, c'est-à-dire que la préparation adéquate va aboutir à la réussite des étudiants dans les concours et les examens pour arriver vraiment à avoir une place et pouvoir partir étudier en France. Mais pour ceux qui n'arrivent pas, il y a toujours la possibilité de stages dans des entreprises internationales. Et là, je fais une espèce de témoignage. On a eu 3 étudiants qui ont suivi les cours de français normal qu'on offre, mais avec déjà cette vision, disons, français spécifique, français objectif universitaire et même un peu professionnel, qui ont été embauchés chez Bosch, l'allemand. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà un comportement, une manière d'agir, même s'ils ne parlaient pas allemand, ils étaient au premier semestre d'allemand, mais qui avaient une langue, disons, qui permettait une connaissance de la manière d'agir européenne. Aussi des postes, des contrats de travail, des gens qui sont partis en mobilité et qui ont été embauchés de retour, comme stagiaires, déjà dans un contrat de travail, par exemple, comme technicien, et après une assurance d'avoir un poste d'ingénieur quand ils auront leur diplôme. Le point positif, c'est qu'il y a une collaboration entre professeurs de discipline, c'est-à-dire moi et le professeur de maths. Et à partir de cette expérience qui a été diffusée, on a eu le contact avec le département de chimie et maintenant on va proposer un cours de français pour le département de chimie. Et aussi la possibilité de préparer une partie de la formation en EAD pour les 11 campus. Alors là, c'est une collègue du cours de lettres anglais qui m'a demandé si je pouvais partager avec elle une discipline où elle prépare justement les étudiants de lettres pour être des moniteurs des étudiants qui veulent apprendre l'anglais. Et elle prépare avec tout cela un matériel pour des cours EAD en anglais. Elle m'a demandé si je voulais faire pareil en français. J'ai dit oui. Et peut-être là, par un projet distinction, on va pouvoir accepter des collègues professeurs de français ou même d'étudiants de lettres dès l'autre université qu'il y a à Curitiba, une autre fédérale, où il y a les cours de français en lettres. Et donc, on a des perspectives pour pouvoir offrir des cours de français à un public qui est spécifique en génie. Bon, alors, de ma part, c'est cela, je crois. Et on vous remercie de votre attention. Je crois que là, les questions sont... Bon, et bon, merci beaucoup parce que là, en plus, nous venons de faire une démonstration, mais vraiment claire, de 2 contextes d'enseignement du français en milieu universitaire, donc 2 contextes très, très spécifiques. Et après avoir eu l'opportunité de participer à différents webinaires qui ont touché ce sujet, il y a eu le webinaire animé par Alexandre Hall et de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France autour de la formation, de qu'est-ce que le FOSS et les formations en FOSS. On a eu Héloïse Albuquerque qui nous a parlé, donc en plus d'Idiomas Sin Fronteras et toutes les perspectives aussi de ces dispositifs aussi importants au Brésil. Et là, on voit du concret, qu'est-ce qu'on fait vraiment sur le terrain. Il y a donc des points communs et des points qui sont différents dans ces contextes, dont je voudrais que vous nous exposiez cette difficulté. Que la première, c'est, vous aviez parlé toutes les deux, de la difficulté d'accès et de connaissance des programmes et des programmes et des accords de mobilité. Donc, et c'est dû à quoi? Pourquoi on n'a pas accès? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Vous avez parlé des difficultés de contact avec des alumni, donc des anciens étudiants qui sont partis, de connaître et justement les dispositifs, les possibilités, parce que ce qui est fondamental pour ces cours. Et en plus, et du côté de Claudia, c'était aussi la difficulté d'être en contact directement avec l'institution d'éducation supérieure d'accueil en France.
Donc, voilà, ça c'est un point commun. Est-ce que vous pourriez, voilà, nous parler de cette difficulté et qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour y remédier? Je peux commencer quand même. Vas-y, Daniela, bien sûr. Oui, parce que bon, de notre côté, comme c'est un projet très récent, ce partenariat entre la fac de lettres et la fac de génie, enfin, notre seul contact pour l'instant, c'est le vice-directeur de l'école d'ingénieurs qui a accueilli le projet et qui a accepté vraiment ce partenariat. Mais ce n'est pas lui, par exemple, qui gère les accords d'échange à l'école d'ingénieurs. Ce sont d'autres profs qui le font. Donc, cette difficulté de connaître les professeurs, d'entrer en contact, etc. On essaye de le faire à partir des étudiants, parce que bon, comme les professeurs sont en contact direct avec les étudiants qui vont partir et qui connaissent un peu les processus aussi de sélection, on essaye de faire le pont entre les étudiants et les professeurs pour connaître un petit peu les programmes d'échange. Donc, de notre côté, c'est ça. C'est parce que bon, ce sont des professeurs qui sont très occupés à l'école d'ingénieurs. Donc, d'où la difficulté de fixer des rendez-vous, des réunions pour connaître mieux la réalité qui existe là-bas. Et c'est à la fac d'ingénieurs, ce sont des programmes très spécifiques et la sélection, elle est fermée. Disons, par exemple, nous qui sommes à la fac de lettres, nous ne prenons pas connaissance des accords et des éditais, par exemple, d'échange de la fac de génie. Bon, moi, de ma part, c'est un peu ce que Daniel a dit. On a beaucoup de difficultés de connaître quels sont les partenariats, quels sont les accords, quelles sont les conditions. J'ai dit à Daniela que j'ai découvert même qu'un de nos partenaires, il avait un programme où l'étudiant allait sur une ville dans la première année et sur une autre ville dans une autre année. Donc, c'est-à-dire une petite ville et une grande ville. Là, c'est tout à fait différent, le contexte culturel de la vie quotidienne aussi. Donc là, ça nous impose l'obligation de tout un peu montrer. Je crois que j'ai dit, parce que comme je travaille dans les droits, je vois que la tête des ingénieurs, elle est un peu aussi comme la tête des gens du droit. On ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire que les gens des langues, ils comprennent toutes les questions interculturelles, par exemple, qui sont très importantes dans le quotidien, dans la manière d'apprendre la langue aussi, et que les ingénieurs, ils pensent que, bon, il suffit de parler la langue. Pour moi, ça, c'est une difficulté. Mais je sais que cette difficulté, elle existe aussi dans le domaine du droit, dans le domaine de la médecine. C'est-à-dire que les gens qui sont dans un domaine scientifique spécifique, ils pensent que la langue est un outil, un petit outil. Mais ils ne comprennent pas qu'avec cela, il y a tout un discours, il y a tout un interculturel qui est très important. Et là, c'est la plus grande difficulté que je pense que nous avons, c'est qu'il faut le faire comprendre qu'il y a ce type de besoin, ce type de nécessité. Que l'étudiant ne peut pas partir comme ça, juste avec un français, qu'il apprend comme il peut apprendre par Internet ou dans un autre institut, mais qu'il faut qu'il comprenne le milieu qui va l'accueillir. Parce que ce n'est pas la même chose d'étudier à l'université au Brésil et d'étudier à l'université en France. Ce n'est pas la même chose d'habiter à Curitiba, à Belo Horizonte, à São Paulo, et habiter à Paris, à Lyon, ou à Compiègne, ou à Nancy. Il y a des différences. Et donc, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne va pas donner aux étudiants les meilleurs moyens si on connaît vraiment quelle est la difficulté, quel est le besoin? Pourquoi on ne va pas le faire? Pourquoi on va rendre encore plus difficile la situation? Et avec la pandémie, mes étudiants, ils étaient en France au milieu de la pandémie. Et je les ai appelés, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Parce que l'université elle-même, elle n'a pas pensé à cela. Elle a pensé à le faire rentrer, mais elle n'a pas pensé s'ils avaient besoin d'autre chose. Donc là, il faut, et j'ai dit ça, on est dans un moment où il y a une évolution, si je peux dire évolution. C'est-à-dire qu'un étudiant de 17, 18 ans aujourd'hui, il est moins mûr
que nous étions à notre époque. Ce sont Oui, des petits ados. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Claudia, parce que quand on a commencé, on a fait cette proposition à l'école d'ingénieurs, le vice-directeur, il nous a dit, mais est-ce qu'il y a des étudiants qui vont vraiment s'intéresser à l'apprentissage du français? Pourquoi est-ce qu'ils vont apprendre le français et tout? Donc, ils ne comprennent pas exactement la nécessité d'avoir les outils linguistiques, de se préparer avant de partir en mobilité. Effectivement, il faut commencer par là, il faut commencer à les convaincre de la nécessité de cette préparation avant de les lancer dans la mobilité comme ça. Et je pense qu'il est très important de faire connaître les chiffres. Et Daniela a présenté 334 candidats et étudiants ingénieurs pour ce cours spécifique de français pour 25 places qui ont été augmentées à 30. Donc la demande, elle est là. La demande, elle est bien présente. Et Claudia, elle a parlé aussi d'adaptabilité. Et d'adaptabilité d'un cours de français de ce type sur le terrain. Et par exemple, il y a déjà une adaptabilité, une façon de s'adapter parce qu'il y a une imposition, comme vous venez de dire, il n'y a pas une compréhension, il y a un manque de compréhension du contexte d'enseignement du français dans ce cas-là, où on impose déjà une méthode des FLE que vous devez adapter au contexte fou pour pouvoir y répondre. Et il y a aussi une adéquation dont Claudia a parlé par rapport à un enseignement universitaire disciplinaire et en plus une vision même déjà vers le monde du travail, vers l'entreprise. Donc c'est une adaptabilité qui est présente tout le temps. Et ça, c'est un avantage aussi de ce type d'enseignement. Et le fait aussi d'accueillir aussi, comme vous disiez, des étudiants qui viennent de différentes disciplines, différents domaines, mais dont finalement le but, la ligne est la même, et c'est-à-dire c'est la mobilité, c'est ça l'objectif. Et c'est ça ce qui est commun, et ça c'est un grand avantage de ce type de dispositif. Oui, parce qu'effectivement, j'ai parlé beaucoup du contexte des groupes d'ingénieurs. Mais on a aussi offert le module 1 à un groupe de toutes les disciplines confondues. Et c'est vrai que pour chaque discipline, on a des contextes différents, des programmes d'échange différents, des possibilités aussi différentes d'échange. Donc, on sait qu'à la fac de génie, ils ont plusieurs accords, des bourses aussi pour ces échanges, pour la mobilité, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les disciplines d'humanité. Donc, la motivation, parfois, elle peut varier au sein d'un même groupe parce qu'ils voient déjà qu'ils n'auront pas cette possibilité d'avoir des bourses pour la mobilité. Et d'où la nécessité d'adapter un peu les objectifs de chaque groupe pour essayer de tenir compte de cette diversité de contextes. Et il y a eu aussi quelque chose de très intéressant, c'était au moment de parler des témoignages. Donc, on sait bien que le français, même si ici nous sommes très nombreux et sur IF Pro Brésil, nous allons bientôt atteindre les 1000 membres d'IF Pro Brésil. On est très nombreux ici, mais c'est une petite communauté, le français. Et donc, le fait dans les témoignages qu'on dise « et le rêve du français se concrétise ». Le rêve des mobilités, la mobilité est possible. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que le français devient, dans ce contexte universitaire, un choix parmi les autres langues. Un choix intéressant parce qu'il y a du concret. Et si je peux me permettre de faire un commentaire, j'ose dire, et je dis toujours, avoir un programme internationalisé à l'université, ce n'est pas juste avoir une page en français. Il faut le mettre en concret. Et alors là, par exemple, c'est parce que j'ai diffusé ces partenariats avec l'INSA de Lyon auprès de mes étudiants de français langue étrangère
que j'ai réussi à avoir la discipline de français para fins académicos, et la diffusion de l'édital a permis la connaissance de l'existence de quelqu'un qui travaillait comme ça, moi, dans ce cas, et le département de chimie qui est venu me chercher, est-ce qu'on peut préparer des étudiants en chimie, parce que moi, professeur de chimie qui parle français, je veux offrir une discipline de chimie en français. Et alors là, vraiment, ça va être un français sur objectifs spécifiques. Et on construit les programmes ensemble. On a préparé des activités préalables qu'on va mettre, je crois, disponibles. Des activités qui étaient pour la semaine de la francophonie, on va la transposer pour les jours internationaux du professeur. Et on va faire une journée de chimie en portugais et en français en même temps pour attirer les étudiants, pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent apprendre le français et qu'ils peuvent suivre une discipline de chimie en français, mais qui devront s'inscrire obligatoirement aux 2 semestres de chimie qui seront proposés. Mais moi, je travaille le contenu avec le professeur de chimie. C'est ce qui est très intéressant, c'est justement que ça devient une pratique interdisciplinaire, donc une rencontre avec d'autres disciplines, et que là, on est en train de passer aussi, on parle beaucoup d'enseignement bilingue du français et en français en contexte scolaire, où justement des disciplines non linguistiques sont enseignées en français. Et là, on est en train de justement d'avoir un exemple de terrain, un véritable exemple au Brésil d'enseignement disciplinaire. Donc, il y a des disciplines là, comme tu dis, Claudia, des professeurs qui parlent français et qui sont professeurs d'autres disciplines et qui sont en mesure donc aussi d'enseigner leur discipline en français. Et ce travail, donc, ça peut être, et ça peut vraiment devenir une belle révolution de l'enseignement du français en contexte universitaire au Brésil, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Oui. Oui, parce que par exemple, on voit dans le projet de l'IEFMG qu'une des voies importantes pour la question budgétaire, pour les restrictions budgétaires, c'est de faire des accords avec les différentes facultés, les différents instituts. Donc, par exemple, le projet de la fac d'ingénieurs, la bourse des stagiaires est payée par la fac d'ingénierie. Donc, l'idée, c'est d'éteindre ce type d'accord avec les autres les autres instituts, les autres facultés. Donc, on va essayer de proposer, on est déjà en contact avec la fac de droit, voir s'ils acceptent aussi. Et on a aussi une demande de la partie de santé, liée à santé, pharmacie, médecine, etc. Mais c'est un travail qu'on doit faire au fur et à mesure. Mais ce qui est très intéressant, parce que du coup, le français trouve sa place non pas seulement en tant que langue, mais comme il dit Claudia, elle trouve une grande place au sein de l'université et de la grande université. Et ça, c'est le plus important. Et donc, ce que ça dépasse justement le domaine linguistique. Hein, ça, c'est le plus intéressant. Et il y avait aussi, il me semble, et un constat qui avait été fait avec l'expérimentation FranMob aussi, l'intérêt des étudiants, non pas à la mobilité vers la France, mais vers des pays autres, des pays francophones. Est-ce que, Daniela, tu pourrais nous en parler, parce que ça, c'est très intéressant. Oui. Donc, par exemple, dans le groupe qui est le groupe d'étudiants de toutes les disciplines, on avait des étudiants qui étaient intéressés par la mobilité au Sénégal, par exemple, donc, qui sort un peu de cet axe Europe, hein, Amérique du Sud, Europe. Donc, des étudiants aussi qui pensent à la mobilité au Sénégal, par exemple. À la fac de génie, un étudiant aussi qui va poser sa candidature à une faculté au Canada. Donc, on voit aussi que le FranMob a cette possibilité d'élargir les lieux d'échange, les destinations d'échange. En fait, la première unité, je n'ai pas parlé trop de la question de l'unité 0, mais l'unité 0, c'est vraiment une sensibilisation à la francophonie. Et donc, l'idée de montrer qu'il existe des possibilités d'échange, non seulement en France, mais aussi dans tous les pays qui parlent français, en Afrique, par exemple, au Canada, en Belgique, etc. Et on voit aussi que
la direction des relations internationales commence maintenant à renforcer les accords avec ces autres pays, avec la Belgique, avec par exemple les pays africains. Donc on a pas mal aussi d'accords qui sont faits en ce moment. Bon, très bien. On va donc bientôt ouvrir les questions publiques. Alors, les plus intéressants aussi, c'est donc justement les perspectives. Donc, du côté de l'Université technologique fédérale de Paraná, et donc cette perspective de, premièrement, de s'ouvrir à d'autres campus. Donc, la décentralisation justement grâce à l'enseignement à distance. Et deuxièmement, le fait de s'ouvrir vers maintenant la faculté de chimie. Donc, comme quoi, ça s'ouvre, ça progresse. Pour Framob, les perspectives, donc au premier semestre, et l'UFMG a pu entrer en expérimentation à distance. Et maintenant, comme on dit, grâce même, c'est les avantages même, il faut les trouver de cette pandémie, grâce à l'ouverture maintenant des universités vis-à-vis de l'enseignement à distance, on va et accueillir d'autres collègues, d'autres institutions d'éducation supérieure. Attention, pas seulement des universités, mais aussi des instituts fédéraux et des CEFET, et pour intégrer donc l'expérimentation encore à distance. Et donc ça, c'est là quand même l'ouverture et les perspectives comme quoi ce sont deux projets, deux pratiques de terrain qui ont du succès et qui ont justement une projection vers l'avenir et qui vont s'agrandir de plus en plus. Donc, Daniela et Claudia, nous allons donc ouvrir maintenant au public. On va laisser la parole à Marine et pour que maintenant, voilà, on puisse vraiment aller en bachipap. Merci beaucoup. Merci. Alors, je prends la parole, mais une seconde, puisque nous avons déjà une intervention de prévue. Héloïse a demandé à prendre la parole, elle avait une question. Bonjour Héloïsa. Bonjour. Alors, je voudrais tout d'abord féliciter mes deux collègues. On pourrait dire qu'on est un peu à l'origine du FOS au Brésil par rapport aux études qu'on avait faites au sein des LUSP et au sein du ISF. Donc, c'est, je dirais, un peu normal et intéressant et positif que surtout Adriana a pu repérer tous ces acteurs dans le pays et faire avancer un peu les réflexions et les pratiques en FOS et en FOU. Je voudrais dire que quand on parle des difficultés d'avoir les informations des services de relations internationales, etc., il faut qu'on comprenne un peu les processus d'internationalisation au Brésil qui date un peu, où il y a eu un progrès assez important depuis 2011 avec tous les accords, l'augmentation des accords qu'on a eu grâce aux Sciences sans frontières et après jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres accords qui sont signés dans les universités. Et donc, cet état de lieu, disons, du pays montre un peu les étapes d'internationalisation au sein de chaque université. Et la discipline de chimie dont Claudia faisait référence tout à l'heure est super intéressant parce que ça montre qu'un axe d'internationalisation vers le français s'ouvre au sein des universités. À l'université de São Paulo, par exemple, les dirigeants, les recteurs, les responsables encouragent les professeurs qui parlent anglais à proposer des disciplines de post-graduation en anglais. Et cela fait monter l'université dans l'échelle d'internationalisation. Si on met en valeur ce type de contact que Claudia a eu avec la prof de français, on pourrait faire la même chose. Et donc, préparer les étudiants pour assister à des cours en français au sein de l'université. Et là, ça va faire monter
l'université dans l'échelle d'internationalisation, dans tous les points qu'elle pourrait obtenir à cause de cela. Donc là, c'est juste un commentaire par rapport à cette initiative avec la fac de chimie. Et la difficulté d'obtenir l'ensemble de données, elle est vraiment réelle. Et on pourrait voir comment Étudiants sans frontières pourrait aider à, aussi avec l'appui de l'ambassade et d'Adriana qui est plongée dans cette histoire du FOSS et du FOU, comment est-ce qu'on pourrait obtenir ces données et les partager avec tous les enseignants des 38 universités qui ont le français comme discipline. Mais ma question, je reviens à ma question, c'est que vous avez parlé de la conception des programmes et moi, je voudrais évoquer une chose qui est toujours présente dans le monde français et je pense dans le monde des langues étrangères. C'est que quand on parle de formation des professeurs, on parle aussi du professeur qui devient auteur et concepteur de matériel. Et on n'a jamais réussi à obtenir des critères, des diffusions de ce matériel produit. Et comment on pourrait assurer les droits d'auteur à ces professionnels qui créent du nouveau. Parce que pourquoi les FOSS est passionnant? Parce qu'on devient auteur, parce qu'on crée des choses différentes. On cible vers les besoins les plus spécifiques. Donc, préparer du matériel en FOSS et en FOU, ça fait enrichir un peu la formation de l'étudiant qui est en formation pour qu'il devienne auteur, mais qu'il ait aussi le respect de ce qu'il a produit au moment où il fait le partage avec tout le monde. Je me rappelle un peu du matériel qu'Élodie Meunier, qui nous assiste là, elle est là avec nous, elle a fait à UFMG. Elle a travaillé beaucoup. Denis témoigne tout ce qu'elle a fait. Et on a eu les brochures préparées, mais on n'a jamais discuté de cette diffusion. Et quand on prend si je prends la brochure et une unité que je trouve excellente, ok, mais il faut que je cite que cette unité a été élaborée par Élodie Meunier, Daniel ou Claude ou moi-même. Et donc là, c'est un point important. Je voudrais voir quelles sont vos réactions et donc là, c'est une chose. Et la deuxième, si vous pouviez parler des actions de formation de ces enseignants. J'ai vu que Daniel travaille avec 3 étudiantes en formation. Je ne sais pas si c'est Claudia elle-même qui fait tout. Et Claudia, elle travaille au-delà de 100% d'énergie et en termes d'horaire. Donc, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut, quelles sont les actions de formation que vous avez mises en place pour la conception de ces matériels et comment assurer leur diffusion. Et juste une deuxième remarque, c'est les programmes Framob. Il est super important dans notre contexte parce qu'on a vu les témoignages, on peut séduire les étudiants à imaginer un projet de mobilité, donc changer un peu sa culture d'apprentissage. Donc, au lieu de dire j'aurai un diplôme d'ingénieur pour travailler au Brésil, mais je pourrais faire autre chose. Ça, c'est le différentiel du travail en FOSS et en FOU. Et moi, je suis sûre qu'on travaille dans un
il faut préciser qu'on travaille dans le contexte d'anticipation de la mobilité. On n'aura jamais, c'est trop difficile de simuler un cours, sauf si on fait comme la chimie. Parce que là, si on fait comme la chimie, on pourrait demander d'enregistrer les cours, après didactiser les séances et faire un matériel authentique ici. Mais si on imagine la mobilité vers la France ou les pays francophones, c'est trop difficile de vraiment avoir le vrai, ce qui est vrai. Donc, on travaille dans un contexte d'anticipation. Et dans ce contexte d'anticipation à la mobilité, c'est là où on peut agir et former ses étudiants. Donc, je voudrais vous entendre par rapport à ces points-là. Et si je peux me permettre, pour commencer, effectivement, et Héloïse a le point de conception pédagogique, et je pense que justement le français sur objectif spécifique, où on connaît, pour ceux qui l'avons travaillé, à quel point c'est compliqué, par exemple, de faire reconnaître la conception pédagogique, c'est-à-dire toute la préparation du dispositif, des programmes, etc. C'est un travail énorme qui n'est en général, il n'est pas reconnu. Et c'est ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Enfin, on a donné un nom en formation et en formation professionnelle, l'ingénierie pédagogique, qui n'est souvent, comme je disais, pas reconnue. Et c'est un travail monstre. Et dans ce milieu du français sur objectif spécifique, on sait que ceux qui l'avons fait, combien des programmes avons-nous dans nos archives, on a des boîtes à outils énormes pour tout domaine professionnel, tout domaine, et en médecine, droit, ce qu'on veut, on a absolument tout, et on est prêt, on dit que une fois qu'on a travaillé là-dessus, on est capable de concevoir n'importe quel programme. On devient un peu comme des Sherlock Holmes, et comme parce que on apprend à reconnaître les besoins, et on commence à identifier, et on a un œil différent. Et c'est vrai que la conception est très compliquée. Et en ce qui concerne FranMob, imaginez-vous, on a démarré en 2018 et on est toujours en train de travailler sur l'ingénierie pédagogique. Et on essaye justement de sauvegarder pour l'instant, donc de ne pas libérer, parce qu'il faut que ce soit, comme on dit, reconnu pour ceux qui travaillent, pour ceux qui participent et qui ont participé. Et ça, c'est très compliqué dans tous ces domaines, de quelle manière et à quel point c'est compliqué de faire respecter les droits d'auteur, comme on dit, mais en même temps, c'est quand même du matériel qu'on partage, parce qu'on ne va pas le garder pour soi-même. Mais oui, effectivement, je partage et ce que tu viens de dire, que c'est un domaine très compliqué dans le français langue étrangère, et par rapport à ce domaine, et que même on dit ça, ne pas tous les professeurs sont concepteurs. Il y en a qui ont la compétence, qui ont le petit, mais non, c'est pas tout le monde. C'est pas vraiment tout le monde. Et après, par rapport à la formation, je laisse Daniela, parce que là, c'est l'opportunité aussi de former, de pouvoir former. Souvent, justement, le fausse et le fou fait peur. C'est des domaines qui font peur, parce qu'il faut concevoir, et on est en train de toucher des domaines qu'on ne connaît pas. Et c'est là où on forme des nouveaux professeurs sur un contexte qui est, on dit, le plus compliqué dans le champ du FLE. Donc, je laisse la parole à Daniela par rapport peut-être à la formation. Oui, donc par rapport à la première question sur les droits d'auteur, la diffusion de ce matériel, ça c'est vraiment une question qu'on se pose tout le temps à l'UFMG, parce que la plupart des matériels qui ont été conçus par Elodie, à Idiomas Sem Fronteiras par exemple, ils sont tout le temps, en fait, Elodie a élaboré les premières brochures, les premiers syllabus, et à chaque stagiaire qui prend le matériel d'Elodie, ils font des adaptations, ils rajoutent des matériels, etc. Et c'est vrai que c'est un matériel qui reste à l'UFMG.
On a déjà partagé, mais quand il y avait une demande précise. Mais effectivement, c'est une question qui se pose. Parce que parfois, on a peur de partager. On travaille avec, par exemple, 3 stagiaires qui sont encore en formation, qui sont en licence en lettres français et qui ont parfois même peur de la question de la langue aussi. Est-ce que mon activité, elle est correcte du côté linguistique, etc. Donc, effectivement, c'est une question qu'on se pose. On n'a pas encore trouvé des solutions. Il faut trouver de l'argent pour publier pour publier, ça c'est... Parce qu'on essaie, on alimente un peu cette idée de prendre quelques idées ici et là et on transforme l'original, mais sans le citer. Mm-hmm. Et si on avait auprès des relations internationales, s'ils pouvaient un jour reconnaître l'importance de ce matériel au sein de la production universitaire, on pourrait, à l'UFMG, vous avez une maison d'édition qui est importante, qui est très renommée au Brésil. Et donc, quels sont les moyens qu'on peut trouver pour publier? Parce que Élodie a fait un travail, il reste là. Mais comme tu dis, on fait comme même avec un manuel FLE, mais le manuel FLE, il est publié, on peut citer, on dit adapté de, mais ce qu'on fait avec nos productions, on travaille au Idiomes sans frontières depuis 2016. Et on a eu des lecteurs qui sont venus à Paraíba avec Katia, qui a fait tout un travail exceptionnel avec les lecteurs. Et là, ça me touche parce qu'on dit, le Brésil n'a pas de mémoire. Ouais, on n'a pas de mémoire. On n'a pas de moyens pour publier et garder cela en mémoire. Et après, citer le matériel qui, à l'origine, a été fait par Élodie Meunier, et adapté pour un autre contexte. On va peut-être, si Élodie accepte de nous parler des matériels, quel était le matériel qui a été conçu pour qu'on ait un exemple concret de matériel. Est-ce que je ne sais pas si tu voudrais prendre la parole, Élodie, pour nous parler de ce que c'est concrètement qu'est du matériel. Parce qu'on avait parlé aussi de la difficulté de didactiser. Donc voilà, Élodie Meunier, qui est, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui connaissons, qui est notre représentante culturelle de Wallonie-Bruxelles International. Donc vas-y, la parole à toi, Élodie, bienvenue. Oui, donc moi, quand je suis arrivée en 2016, il n'y avait absolument rien du tout. C'était vraiment un programme pilote pour ISF. Donc, on est parti de rien et on a vraiment fait en fonction des besoins. Donc, au départ, on s'attendait à avoir des étudiants de B1, B2 et c'est pas du tout ce qu'on a eu. Donc, pendant les modules, on a dû vraiment remodifier sans cesse. Et puis, en fonction de ce que les étudiants produisaient, et on a observé ce dont ils avaient besoin. Et en fonction de ça, on a créé des modules thématiques. Et donc, par exemple, là, je viens de terminer un module sur la lettre de motivation et le CV. Donc, on travaille vraiment sur des thématiques très particulières. Au niveau de la conception, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que en rentrant en Belgique, je suis allée dans les relations internationales belges, chercher des documents authentiques, parce que même moi, je ne savais pas ce dont les étudiants avaient besoin, en fait, pour partir. Parce qu'en tant que Belge, pour venir au Brésil, je savais, mais pas dans l'autre sens. Donc, j'ai été près des RI en leur demandant « Donnez-moi toutes les brochures, les documents dont les étudiants ont besoin ». J'ai fait beaucoup d'interviews avec des étudiants brésiliens qui étaient partis et qui étaient revenus pour savoir ce qui leur avait manqué. Oui, donc je voulais savoir ce qui leur avait manqué, ce qu'ils auraient voulu travailler avant de partir. Et c'est à partir de tout ça que j'ai pu construire les référentiels et établir les différents modules thématiques. Donc c'est comme ça, et on a travaillé avec Eloïsa aussi en faisant plusieurs formations au ministère de l'Éducation pour commencer à avoir un planning au niveau des modules qu'on allait offrir. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez plus de détails. Je ne me souviens plus de tous les modules que j'ai déjà donnés parce qu'ils ont déjà été modifiés tellement de fois au niveau des titres et des contenus. Mais c'est à partir de là qu'on est parti, en fait. La base, c'est effectivement les premières brochures d'Élodie.
Et à chaque offre, les stagiaires, ils adaptent, modifient des activités, etc. Juste pour terminer, avant de passer la parole à Claude, sur la question des actions de formation. Donc, on a la chance d'avoir Elodie avec nous qui m'aide aussi avec la formation dans les réunions de formation. On essaye de se partager les expériences, de se raconter un petit peu comment ça se passe dans chaque groupe. C'est vrai qu'au début, il faut accompagner davantage les stagiaires parce qu'ils commencent dans la démarche du FOSS, du FOU, donc il y a toute cette question de création de matériel qui est très compliquée. Mais normalement, les stagiaires qu'on a au projet IOFMG sont des professeurs plus expérimentés, même s'ils sont encore stagiaires, mais ils ont déjà eu une certaine expérience dans l'enseignement du français général. Donc, normalement, ils commencent dans le projet du CENEX, qui est un cours d'extension et où on utilise une méthode, donc c'est un français général à toute la communauté de Belo Horizonte. Donc, ils ont déjà passé par cette expérience d'enseignement, apprentissage du français, et puis ils se lancent dans les projets de IOFMG où effectivement ils doivent préparer le matériel, concevoir des programmes, etc. Donc les actions de formation, elles sont réalisées régulièrement avec les réunions. On compte en ce moment avec l'aide d'Elodie, qui est avec nous, qui a commencé comme lectrice et qui aujourd'hui est attachée de Belgique, et aussi avec un lecteur cette année qui a assuré justement un des modules du FROMOB, qui est Teddy, qui est présent aussi. Et c'est toute une discussion, une réflexion sur cette création de matériel, sur la conception. C'est vrai qu'après un certain temps dans le projet de l'IOFMG, les stagiaires ne veulent plus utiliser des méthodes. Donc, j'ai par exemple une stagiaire qui a commencé au CENEX, qui est aujourd'hui à l'IOFMG et qui ne veut que rester dans les cours de l'IOFMG parce qu'elle a cette liberté de création d'activités, de matériel qu'elle n'a pas, par exemple, au CENEX. Et Claudia, à toi la parole. De ma part, comme je travaille toute seule, il faut trouver une solution. Et peut-être ce semestre, je viens de trouver un moyen. Parce que ici, à l'État du Paraná, nous avons ce qu'on connaît à São Paulo comme CEL, et ici, ça s'appelle CELEM. C'est le centre de l'État pour les professeurs des écoles publiques et pour les étudiants d'ensino médio, des écoles publiques aussi. Alors, ces professeurs, ils sont un peu éparpillés dans l'État. J'ai compté 12 professeurs au total et qui sont un peu abandonnés par le secrétariat d'éducation en tant que formation. Ils n'ont pas accès à s'inscrire à un cours de perfectionnement. Ils ont un niveau de français qui n'est pas vraiment, ne dépasse pas le B1 et ils n'ont pas de formation. Donc, j'ai eu l'initiative de les inviter à faire partie d'un groupe, d'un cours extension, parce que dans l'extension, on peut faire un peu ce qu'on veut. On a une offre à la communauté et on peut proposer des cours culturels, etc. Donc, j'ai mis un cours, j'ai fait un double d'un cours, c'est niveau B1, en extension. Donc, j'ai ouvert deux en même temps, le B1 officiel de l'université et un clone, si vous voulez. Et donc, j'ai fait un clonage des cours. Et là, j'ai invité deux professeurs du secrétariat de l'éducation qui sont membres de l'association des professeurs pour participer de ces cours en tant qu'observateurs, mais en tant qu'étudiants. Comme ça, ils vont améliorer leur niveau de français et après, je vais essayer de les inviter à m'aider à proposer des formations pour des cours d'ingénieur. Et piloter un travail comme moniteur. Comme ça, ils auront une certification de formation parce qu'ils seront coordinateurs avec moi ou collaborateurs externes, je ne sais pas encore les moyens. Et aussi, ma collègue qui est professeure d'anglais et qui fait pareil avec ses étudiants de lettres anglais, elle m'a offert la possibilité d'offrir la discipline avec elle. Donc, ce serait une discipline pour les cours de lettres anglais, mais avec un cours parallèle d'extension en français.
Donc, on donnera dans le cours officiel de l'Université de Lettres la formation pédagogique, c'est-à-dire la conception des cours, les outils, etc. Et moi, je ferai avec eux peut-être un pilotage des cours des ingénieurs. Comme ça, je peux dédoubler le travail que je fais. En même temps, ils auront la formation en langue pour améliorer leur niveau. Et pour eux, c'est intéressant parce qu'ils peuvent recevoir un certificat et comme ça, ils peuvent rajouter ce certificat c'est-à-dire à la carrière des professeurs. Ça propose une augmentation de salaire et tout cela, vous connaissez un peu la démarche. Donc, c'est peut-être une solution. Si ça marche, on va voir. Mais c'est un pas que je fais auprès d'un centre des langues, une petite ville à l'intérieur du Paraná. La coordinatrice a accepté de faire participer les étudiants dans une formation qu'on va proposer par l'association. Elle m'a mis en contact avec le secrétariat d'État d'éducation et peut-être maintenant le secrétariat qui a adoré l'idée du perfectionnement gratuit aux professeurs, il a accepté de participer. Donc, on va voir si ça va marcher. Mais c'est une perspective de formation des professeurs. Je parle un peu de cette mutualisation des matériels parce que le domaine de l'ingénierie, elle est plus fort, il est plus stable au Brésil. C'est vrai. Aucun gouvernement va le toucher, aucun. On va passer, puisque le temps avance et les questions aussi, et la passer à Marine qui recueille les questions qui sont présentées par le public. Marine. Oui, alors j'en ai relevé deux. C'est tout d'abord un commentaire d'Evelyne qui est peut-être encore avec nous. Je pense que oui, j'espère. Evelyne, qui est en France, il me semble, parlait du FOS médical. Elle disait pour les futurs médecins, la solution est de partir faire leur internat en pays francophone et qu'elle ne voit absolument pas d'autres éventualités. Je ne sais pas, Evelyne, si vous voulez prendre la parole, vous êtes la bienvenue. Si vous voulez rajouter quelques commentaires sur ça, si vous êtes toujours là aussi, puisqu'on ne vous voit pas. Sinon, bon, voilà, le commentaire est souligné. Pardon, elle est là. Oui, elle est là. Et Evelyne, oui, elle est là, Evelyne, très bien. Merci d'être là. Oui, parce que c'est tellement pointu au niveau médical que chaque fois que nous avons essayé de faire des expérimentations, nous en avons conclu que nous pouvons leur apprendre, la communication en français, les bases du français, mais qu'après, nous abandonnons et nous les envoyons en France. Je trouve c'est la seule solution pour un médecin. Bien. Et si je peux intervenir, et disons dans l'expérience, dans l'expérience, effectivement, il y a eu des programmes dans différents pays d'Amérique latine avec la France pour faire des internats en France. Et dans ces cadres de formation fausses, donc des préparations des étudiants qui vont partir dans ce cas-là dans un stage vraiment, c'est pas en cours. Et on les prépare notamment, comme on dit, on les prépare à ces aspects culturels, on dit de la culture au travail. Donc il y a le respect de la hiérarchie, le toucher, la proxémie avec le patient et le traitement dans un bloc opératoire. Donc, comment c'est interne, parce qu'on, quand on fait toujours une analyse des besoins, ce qu'on sait dans ce domaine spécial du français langue étrangère, c'est que dans l'analyse des besoins, on s'était rendu compte, par rapport à ce dont parlait Evelyne, que ceux qui partaient pour un internat, ils arrivaient et ils restaient sans rien faire, sans agir, en situation de stage, justement, parce qu'il n'y avait pas cette culture médicale. Et donc, la préparation, bien sûr, dans n'importe quel domaine du français sur objectif spécifique, ce n'est pas, et en discussion avec Claudia Ozon, on parlait de ça,
ce n'est pas du vocabulaire, ce n'est pas que de la langue. Il y a une culture aussi, une interculturalité à travailler, que ce soit, là on parle du domaine médical, mais que ce soit pour des ingénieurs, que ce soit, là il y avait des questions qui tournaient sur les domaines de la restauration, tout domaine professionnel, que ce soit en formation initiale ou continue. Il y a une part très, très, très importante de cette culture dans la pratique et du métier, dans la pratique professionnelle ou pré-professionnelle. Oui, si je peux ajouter quelque chose, je suis sur Besançon et nous avons un accord avec l'hôpital de Shanghai. Eh bien, l'université de Shanghai prépare les étudiants, comme vous dites, préparation à la culture, préparation à la communication, c'est-à-dire la proxémie et toutes les formules de politesse. Mais après, quand ils arrivent en France, c'est seulement à ce moment-là qu'ils peuvent approfondir dans leur métier. Voilà, c'est tout. Bon, Merci, il n'y a rien mieux Evelyne. que la réalité de terrain, hein, ça c'est certain. Ouais. Marine, Merci est-ce qu'il beaucoup y a... Evelyne de nous parler depuis la France. Oui, il y a peut-être le commentaire de Jean-Éric. Il me semble que Daniela a un petit peu réagi déjà dans le chat, mais est-ce que Jean-Éric est toujours avec nous et voudrait poser sa question oralement? Je ne sais pas s'il est resté. Oui, il est en bas de Il est l'écran. là. Il est Et en là, bas de oui, l'écran. avec un joli chapeau. Est-ce Ouais. que je peux réagir un peu? Clarisse. Joan, à l'université, on a eu une demande d'un professeur du département d'architecture qui voulait établir un partenariat avec l'école de Chaillot à Paris. C'est une école de spécialisation pour les architectes. Et pour promouvoir justement ce partenariat, on a fait un cours OS parce qu'il y a un projet dans la faculté d'architecture de classer le patrimoine de la mairie. Donc, on a pris ces bâtiments qui étaient déjà classés par la mairie en portugais et dans un projet de FOS architecture avec les étudiants en fin de cours d'architecture, on a fait une exposition de ce même bâtiment en français. On a produit des affiches, on a produit des dépliants à la française, disons, parce que j'avais du matériel personnel à moi. On a étudié ce matériel, on a vu comment ils étaient faits en français et on a produit cela en français. Et on a fait une petite exposition. L'accord avec Chaillot a été signé. Alexia du consulat de São Paulo du côté scientifique, elle était présente dans la signature de l'accord. J'ai accompagné aussi la mission. Et après, ils ont décidé que, au lieu d'envoyer nos étudiants pour un stage, cela s'est transformé dans un partenariat pour la spécialisation avec l'école de Chaillot, mais pour que ça se passe ici, au Brésil, avec la participation des professeurs de Chaillot et d'autres institutions partenaires avec Chaillot. Donc là, on a fait un travail d'attirer l'attention vers ce que l'université peut offrir, si c'est le cas. Et si les cours de spécialisation se réalisent, on va mettre, comme on va faire pour la chimie, le semestre de français tourné vers la langue spécifique de restauration et patrimoine. Merci Claudia. Bon, et avant de conclure, et effectivement elle est là pour répondre, disons actuellement dans les actions du service de coopération éducative et linguistique, nous sommes en train de former à distance à travers ce moment de pandémie où on profite pour former nos professeurs. Et un grand groupe de professeurs du pays, du Brésil, et à travers le dispositif IFOS de la Chambre de commerce et de l'École de langue française de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. De la même manière, nous sommes en train d'envisager des projets spécifiques au tourisme, donc dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme de patrimoine, parce que ce sont quand même, et c'est ce qu'on appelle le tourisme durable. Durable pourquoi? Parce que le Brésil, c'est quand même l'un des enjeux économiques et pour lesquels nous voulons soutenir les actions et donc la formation. Donc ça, c'est des choses à venir.
Et donc là, je vais laisser la parole à Marine et je profite avant de donner la parole à Marine pour vous dire que malheureusement, Marine va nous quitter à la fin du mois d'août. Marine qui est le moteur de cette merveilleuse communauté IF Pro Brésil. Et donc là, on commence à compter déjà le temps qui nous reste avec elle. Donc là, je profite de cette rencontre pour remercier Marine d'avoir mis en place avec ces animateurs merveilleux et cette communauté IF Pro Brésil. Allez, Marine, tu peux maintenant, je te passe la parole. Bon, alors, merci beaucoup. Si j'avais su, je t'aurais pas laissé parler. Non, mais non, merci. Du coup, je m'attendais pas à ça, mais je suis encore un peu là, hein. N'allons pas trop vite. Mais mes jours à l'ambassade sont bien comptés. Je serai avec vous jusqu'à la fin août, puis après je repartirai en France vers d'autres horizons. Je suis peut-être le moteur. Je suis pas sûre d'être le moteur. Je pense que le moteur c'est le groupe tout entier. On est beaucoup à travailler sur IFProf et s'il n'y avait pas vous tous qui participez à ces webinaires, qui intervenez dans les webinaires, il n'y aurait rien et je ne servirais à rien. Donc merci à tous d'être là. Voilà, ça c'est dit. Et puis ensuite, j'ai 2 messages à vous faire passer. Tout d'abord, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 15h, pour parler d'évaluation à distance. L'intervenante sera Violaine Muller de l'Alliance française de Rio. Donc j'espère que ce thème vous intéresse et que vous serez présents. N'hésitez pas à en parler autour de vous. L'inscription, c'est comme d'habitude, via IFProf. Et la deuxième chose, c'est que nous allons mettre en place pour la première fois à partir de la semaine prochaine des certificats de participation au webinaire. Donc pour ça, il va falloir être très attentif à certaines règles que nous avons bien spécifiées dans le formulaire d'inscription. Notamment, il va falloir laisser sa caméra allumée, il va falloir écrire votre nom complet en bas, parce que parfois c'est le nom de votre portable et on ne peut pas vous reconnaître, on ne vous connaît pas tous malheureusement. Donc si vous souhaitez recevoir un certificat de participation, ça va devenir possible, mais il va falloir bien être attentif à toutes les règles qui seront stipulées dans le formulaire. Voilà. Merci à tous de votre attention. Merci d'être là. Merci aux intervenantes pour ce sujet fausse-fou toujours aussi intéressant et complètement dans l'air du temps. Merci Adriana pour la modération. Et puis à bientôt.